Bonjour et bienvenue dans cette 26e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Nous sommes sur la dernière ligne droite de cette formation. Donc, à partir de maintenant, je vous propose de pratiquer tout ce qu'on a vu en travaillant sur un vrai dataset. Dans les commentaires de la dernière vidéo, vous avez été très nombreux à me dire que vous voudriez travailler sur un projet lié au coronavirus. Je vous ai donc trouvé un dataset super intéressant qui va vous permettre de pratiquer un peu tout ce qu'on a vu, NumPy, Panda et Scikit-learn. Il s'agit du dataset Diagnosis of COVID-19 and its Clinical Spectrum, qui est disponible sur Kaggle et qui regroupe les résultats cliniques de plus de 5000 personnes, en indiquant à chaque fois si la personne souffre de la maladie du Covid-19 ou non. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de télécharger ce dataset depuis Kaggle ou bien depuis mon GitHub sur lequel j'ai également mis le dataset à disposition, puis de travailler avec moi sur ce projet pendant les vidéos 27, 28 et 29, en suivant la démarche de travail des data scientists que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, quand vous travaillez sur un projet de data science, voici la démarche que je vous conseille de suivre. Pour commencer, il vous faut toujours définir un objectif mesurable. Ça paraît évident dit comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui se lancent parfois dans l'analyse de données avant même de s'être fixé un objectif. Du coup, ces personnes risquent de partir dans tous les sens, d'être désorganisées, d'explorer des choses au hasard, bref, rien de scientifique. Or, nous, on fait de la data science, c'est-à-dire de la data et de la science. Voilà, il faut être organisé, il faut avoir une démarche scientifique. Donc, pour commencer, on se fixe un objectif. Par exemple ici, on pourrait avoir comme objectif de prédire si une personne est infectée ou non, avec 90% d'exactitude. Autrement dit, sur 100 prédictions, on a raison 90% du temps. Maintenant, le problème, c'est que dans ce genre de projet, on a souvent des classes déséquilibrées. C'est-à-dire que sur 100 individus, 90% d'entre eux ne vont pas avoir de virus, c'est-à-dire vont être dans la classe 0, et 10% d'entre eux vont avoir le virus, donc vont être dans la classe 1. Alors, en quoi c'est un problème, vous allez me dire? Eh bien, c'est que il est plutôt facile d'atteindre 90% de performance. Il suffit de développer un modèle qui dise que personne dans la vie n'est infecté par le coronavirus. Voilà, tout le monde est OK. Du coup, sur 100 prédictions, le modèle aura raison 90% du temps. Est-ce que c'est un bon modèle pour autant? Bien sûr que non. Du coup, dans ce genre de circonstances, il nous faut choisir une autre mesure de performance que l'exactitude. En l'occurrence, de bonnes mesures de performance vont être la précision, le recall, aussi appelé sensibilité, ou bien le score F1, qui fait le rapport entre la précision et le recall. Il s'agit là de mesures de performance qui sont en fait calculées à partir des éléments qu'on trouve dans une matrice de confusion, donc les faux positifs, faux négatifs, ce genre de choses. Et pour faire simple, la précision vous permettra de réduire au maximum le nombre de faux positifs dans vos prédictions, c'est-à-dire que vous éviterez d'envoyer à l'hôpital des gens qui n'ont pas le coronavirus. Et à l'inverse, si vous choisissez de travailler sur le recall, alors vous éliminerez au maximum le nombre de faux négatifs que vous aurez dans vos prédictions. C'est-à-dire que vous éviterez au maximum de laisser des gens ayant le coronavirus se balader dans la nature. Je vous laisse donc choisir la mesure de performance que vous estimez être la plus appropriée pour ce projet, mais à titre d'exemple, on pourrait se fixer comme objectif d'atteindre un score F1 de 50% avec un recall de 70%. Honnêtement, si on atteint ça, c'est déjà pas mal. Donc, une fois qu'on s'est fixé notre objectif, on va pouvoir passer au travail. Et en général, notre travail de data scientist est divisé en 3 activités. La première, c'est l'analyse et l'exploration de nos données, ce qu'on appelle en anglais Exploratory Data Analysis. Ici, l'objectif, c'est de se mettre à l'aise avec le dataset, de comprendre au maximum les différentes variables, pour ensuite définir une stratégie de modélisation. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec nos données pour atteindre notre objectif? Une fois qu'on a défini une stratégie, qu'on a compris un petit peu ce qu'on va faire avec les données, on peut passer à la deuxième activité, qui est le pre-processing.
c'est-à-dire le pré-traitement des données, ce qu'on avait vu dans la vidéo 22/30. Donc ici, l'objectif, c'est de transformer le dataset pour le mettre dans un format qui va être propice au développement de modèles de machine learning. Donc on va faire de l'encodage, on va éliminer les valeurs manquantes, on va faire de la sélection de variables, tout ce genre de choses, pour au final arriver à la troisième activité qui est l'activité de modélisation. Donc là, le but, il est assez clair, ça va être de créer un modèle de machine learning, de l'entraîner, de l'évaluer et de tenter de l'améliorer en sélectionnant un petit peu d'autres variables, en changeant un petit peu ce qu'on a fait dans le pre-processing. On va aussi peut-être comparer ce modèle avec la performance d'autres modèles de machine learning. Voilà, on va faire un petit peu tout ce genre de choses dans le but d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé au tout début. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de travailler en même temps que moi sur ces différentes activités. Dans la prochaine vidéo, la vidéo 27, je vais faire l'analyse et l'exploration des données, puis dans la vidéo 28, je vais m'occuper du pre-processing, et je terminerai par la tâche de modélisation dans la vidéo 29. Ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger dès maintenant le dataset sur Kaggle ou bien sur GitHub, de l'importer dans Jupyter Notebook ou dans Google Colab, et de commencer à faire vos premières analyses et vos premiers graphiques en attendant de voir la vidéo 27/30. Pour l'occasion, on a créé spécialement sur Discord un channel Vos analyses, sur lequel vous pouvez partager les uns les autres vos différents graphiques, vos visualisations, et également un channel discussion dans lequel vous pouvez discuter les uns les autres sur ce projet, partager vos idées, vos réflexions, vos angles d'attaque. Donc je compte vraiment sur vous pour partager vos graphiques avec le reste de la communauté, et pourquoi pas former des petits groupes de travail sur Discord, sur lesquels vous pourriez collaborer ensemble sur un Google Colab, ou pourquoi pas sur Kaggle. Pour vous aider dans votre tâche, je vous ai préparé une petite checklist de base qui contient les différentes activités qu'il faut absolument réaliser pour chaque étape. Alors, à commencer par Exploratory Data Analysis. En général, cette étape peut être assez intimidante. On est souvent confronté au syndrome de la page blanche. On a envie de faire un travail trop parfait, on ne sait pas par quoi commencer, il y a des fois des centaines de variables à analyser, d'ailleurs c'est le cas dans ce dataset, et on se perd facilement dans tous nos graphiques. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer simple. Voilà, faites simple avant de faire compliqué. Et pour ça, commencez par identifier votre target. Commencez par analyser combien il y a de lignes et combien il y a de colonnes. Ensuite, regardez aussi le nombre de variables discrètes, le nombre de variables continues. Voilà, essayez de compter le nombre de types de variables que vous avez. Pour finir, une dernière chose très utile, essayez de voir où sont les valeurs manquantes dans votre dataset. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la forme du dataset. C'est quelque chose qui doit impérativement être effectué. C'est très simple, mais c'est très important. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des notes. Écrivez, peut-être dans un document Word séparé, ou bien au milieu de votre notebook, les petites conclusions de votre recherche. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à l'analyse de fond. Encore une fois, c'est très facile de se perdre dans cette analyse, de vouloir faire des choses trop parfaites, et voilà, d'être complètement désorganisé, et même d'avoir peur de ne jamais finir, ou de ne jamais faire une bonne analyse. Donc, encore une fois, commencez simple. Commencez par visualiser votre target. Si c'est une valeur discrète, eh bien visualisez-la avec des box plots. Si c'est une valeur continue, essayez de faire un histogramme. Ensuite, essayez de visualiser la relation qu'il y a entre votre target et les autres variables du dataset. Donc encore une fois, si ce sont des relations entre variables continues discrètes, continues, discrètes, vous allez utiliser différents types de graphiques. Des histogrammes, des box plots, pourquoi pas des whiskers. Et en même temps que vous faites cette analyse, essayez de comprendre à quoi correspondent vos différentes variables. Et pour ça, il faut souvent faire des recherches sur Internet. Par exemple, dans ce dataset, vous allez voir qu'il y a beaucoup de variables qui sont en lien avec des analyses sanguines. Donc, lorsque vous identifiez des variables qui vous semblent importantes, c'est-à-dire des variables qui permettent de discriminer entre un patient infecté et un patient non infecté, essayez de comprendre ce que c'est cette variable. Faites une petite recherche Internet, ça peut être utile. Et pour finir, dans cette activité, on peut aussi
chercher les différents outliers qui seraient présents dans notre dataset pour ensuite les éliminer dans l'étape de pre-processing. Voilà, donc honnêtement, si vous suivez cette checklist, vous aurez déjà accompli un bon travail. Rappelez-vous, l'objectif, c'est simplement de comprendre notre dataset. Mettez-vous à l'aise avec vos données, voilà, soyez à l'aise, comprenez ce que vous faites. Si vous arrivez à vous mettre à l'aise, alors c'est super. Ensuite, pour l'étape de pre-processing qu'on fera ensemble dans la vidéo 28, il faut bien sûr penser à éliminer toute valeur manquante de notre dataset. Alors pour ça, vous pouvez utiliser la fonction dropNA de Panda. Vous pouvez également éliminer manuellement certaines colonnes qui seraient majoritairement remplies de vide, ou bien vous pouvez choisir de faire de l'imputation avec scikit-learn. Une autre chose très importante à faire, c'est encoder notre dataset. Voilà. Toute variable catégorielle doit être transformée en variable numérique. Très important, vous le savez très bien. Vous pouvez utiliser one-hot encoding, ordinal encoding, ou bien vous pouvez vous-même créer une fonction de remplacement et l'utiliser avec la fonction replace de Panda ou bien la fonction map de Panda. Ça fonctionne très bien aussi. Ensuite, ça c'est optionnel, mais ça peut être utile, essayez de supprimer les outliers qu'il pourrait y avoir dans votre dataset. Moi, en général, je préfère faire ça après avoir déjà créé un premier modèle de machine learning, en essayant d'analyser comment est-ce que je pourrais l'améliorer. Donc je ne fais pas ça à la première itération. Par contre, quelque chose que je fais directement, c'est de la sélection de variables. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Essayez au moins d'éliminer les variables qui n'ont pas de variance, voilà, enfin dont la variance est nulle. Essayez d'éliminer les variables redondantes, ce genre de choses, ça peut être très important. À l'inverse, et ça c'est le point suivant, la feature engineering, essayez de créer de nouvelles variables à partir des variables déjà existantes. Essayez par exemple de créer des variables, alors ça c'est en général si vous êtes un professionnel du milieu, ici par exemple du milieu médical, vous sauriez vous-même que voilà, si on combine ces deux variables concernant des tests sanguins, on va obtenir quelque chose d'assez informatif. Voilà. Mais si vous ne savez pas faire ça, vous pouvez toujours reposer sur polynomial feature. Créer des variables polynomiales avec le transformer de scikit-learn, et pourquoi pas utiliser un PCA pour réduire la dimensionnalité de votre dataset après que vous ayez créé tout plein de variables. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Et pour finir, étape très importante dans le pre-processing, c'est bien sûr le feature scaling. Voilà, pensez à normaliser vos données, soit avec un minimax, soit avec standard scaler. Donc voilà une liste de bases non exhaustive des choses qui sont importantes à faire quand on fait du pre-processing. Bien sûr, il y aurait d'autres choses, c'est pour ça qu'elle est non exhaustive. Pour finir, la dernière activité qu'on va faire ensemble dans la vidéo 29, ce sera la modélisation. Voilà, comment développer un modèle de machine learning efficace qui réponde à l'objectif qu'on s'est fixé au début. Pour ça, je vous conseille de mettre en place dès le départ un système d'évaluation fiable et reproductible. De cette manière, vous pouvez comparer de façon fiable la performance de tout plein de modèles de machine learning qui peuvent même être entraînés sur différentes configurations de votre dataset. Si par la suite vous changez un petit peu le pre-processing, voilà, vous avez toujours un système d'évaluation fiable qui va vraiment vous permettre de dire « Ah, ce modèle fonctionne mieux que ce modèle ». Voilà. Ensuite, une fois que vous avez mis en place ce système d'évaluation, je vous conseille de créer une grande liste de modèles de machine learning et d'entraîner tous ces modèles avec ce système d'évaluation. Vous pouvez ainsi retenir les modèles qui ont les meilleures performances et les donner à un grid search CV pour optimiser leurs hyperparamètres. Optionnellement, vous pouvez ensuite analyser les erreurs qu'effectuent ces différents modèles pour ensuite retourner aux étapes précédentes, l'exploration de données et le pre-processing, et essayer de régler un petit peu votre dataset pour améliorer la performance de vos modèles. Et pour finir sur votre checklist, il faut toujours que vous vérifiez la learning curve de votre modèle. Parce que c'est super important de savoir si le fait de récolter plus de données aiderait vraiment votre modèle à avoir une meilleure performance ou non. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, terminez toujours votre travail avec une analyse des courbes d'apprentissage. Super important.
Voilà, avec tout ça, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour mener à bien ce projet de data science. Je vous cache pas que c'est un dataset assez intéressant, d'une difficulté, je dirais, début/intermédiaire. Ce qui va être très intéressant, c'est que vous allez, avec ce dataset, vous confronter à la réalité des choses. Vous allez voir que dans la vraie vie, on travaille souvent avec des datasets dans lesquels il y a beaucoup de valeurs manquantes. On ne sait pas forcément quoi faire avec ces valeurs, mais il faut prendre des décisions. Et la façon la plus efficace de prendre des décisions, c'est parfois d'avoir un système d'évaluation, comme je vous l'ai dit, et d'évaluer tout simplement chaque décision que l'on prend. Voilà. On prend une décision, on exécute tout notre code, on regarde si ça nous donne une meilleure performance que précédemment. Si tel est le cas, on garde cette décision, sinon on la rejette, et voilà, on fait du test d'hypothèse, tout simplement. Donc je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses en travaillant sur ce dataset, et je suis très curieux et très enthousiaste de voir ce que vous allez partager sur le Discord de la communauté. Voilà, je vous souhaite bon courage pour ce projet. Quant à moi, je vais sortir d'ici quelques jours la première vidéo qui va parler du Exploratory Data Analysis, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper cette vidéo. Et si vous connaissez des amis avec qui vous voudriez travailler sur cette vidéo, tant qu'on est en live ensemble pendant les prochains jours, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux, ça serait très cool. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Et j'ai envie de terminer cette vidéo en remerciant tous les gens qui me soutiennent déjà sur Tipeee. Allez, je vous dis à très vite et portez-vous bien.